Bénédicte, vous êtes éducatrice spécialisée de formation, docteur en anthropologie et spécialiste de la question des violences alimentaires. Et vous avez consacré vos travaux à des études sur les dispositifs d'aide alimentaire, principalement au Resto du Cœur, je crois. Une première question, qu'est-ce que ça veut dire quand vous parlez de violences alimentaires? De quoi on parle? Qui est violent? Qui ressent la violence? À quel propos? Alors bonjour à tous et puis merci de l'invitation et puis de l'occasion de parler des violences alimentaires. Alors donc je vous préviens, j'espère que vous êtes bien installés. J'ai fait une thèse de 4 années dessus. Non, donc je vais aller beaucoup plus vite que ça. Et puis vous m'arrêtez en fait si ça fait pas sens. L'idée en fait c'est de vous parler de quelque chose que vous connaissez aussi bien que moi, peut-être même mieux que moi, c'est-à-dire d'une tension qu'on ressent sur le terrain et qui fait qu'à un moment donné, quand on intervient dans le cadre de l'aide alimentaire, on a un peu la sensation d'avoir passé une frontière. En tout cas, moi, c'est celle que j'ai eue et c'est celle qui m'a donné envie de faire ce travail de recherche avec les Restos du Cœur, donc une recherche-action, là encore, sur le don à l'épreuve des violences alimentaires. En fait, c'était un soir, on était dans le cadre d'une distribution sur un point qui était souvent compliqué, où il y avait souvent beaucoup de tensions. Et puis, ce soir-là, on avait de la pâtisserie qui avait été donnée exceptionnellement par une boulangerie. Et puis, on pouvait faire choisir différentes pâtisseries aux personnes qui se présentaient. Un jeune homme qui venait très régulièrement sur ce point-là a choisi un éclair au chocolat. Certainement parce qu'il lui faisait plaisir, il lui faisait envie. Cet éclair au chocolat, nous faisait plus envie puisqu'il était plus propre à la vente. Il était devenu tout mou, mais lui, il lui faisait encore envie. Il avait encore cette valeur-là pour lui. Et pendant qu'il discutait, il s'est fait voler son éclair au chocolat. Voilà. Et oui. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une bouteille en verre pour aller l'éclater sur la tête de celui qui avait pris son éclair au chocolat. À ce moment-là, je pense que c'est un peu l'éduc qui a pris le dessus. Je me suis mis au milieu, mais je ressentais aucun danger, en fait, parce que je savais que s'il me voyait, ça allait s'arrêter. J'intervenais depuis suffisamment longtemps sur ce lieu-là pour en être sûre. Et là, je me suis dit, mais en fait, on est au cœur d'une violence, en fait, tout le temps. C'est très rare que ça explose, mais on a franchi cette barrière quand on a mis notre petit gilet jaune pour les Restos du Cœur, voilà, pour aller dans la rue. Et ben, c'est là-dedans, en fait, qu'on rentre et on passe ça. Et l'idée du travail que j'ai fait, c'était bien de mettre en mots et de montrer toutes les atteintes qu'a cette violence. Donc on en a largement parlé, c'est des violences physiques, on le voit par rapport à l'obésité ou d'autres troubles, et puis c'est des atteintes morales par rapport à des situations d'intimidation dans la file, des situations de contrôle, d'avoir à donner ses papiers, etc. La frustration de ne pas manger suffisamment à manger. Donc voilà, il y a plein de critères qui nous permettent de voir que pour les personnes, cette situation-là, elle est violente. Mais elle n'est pas que violente pour les personnes qui viennent, parce que pour le bénévole, il est au cœur de cette tension. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Les 3/4 du temps, il l'absorbe, il la contient. Et il a un rôle social énorme, qui est bien plus que de donner de la nourriture. Il maintient la paix sociale. Il permet que cette personne-là, elle ne va pas éclater la bouteille en verre sur la tête d'une autre, etc. Et ça, voilà, c'est toute cette... les violences alimentaires, elles viennent d'ailleurs, elles viennent finalement d'une décision structurelle, d'une politique publique qui, à un moment donné, fait, par rapport au droit à l'alimentation, le choix de déléguer cette mission-là à des associations. Les associations, elles font comme elles peuvent, parce que si on leur délègue cette mission, on ne leur donne pas les moyens de le faire correctement. Et tout ce qu'on vient de dire sur la sécurité alimentaire, sur ce que devrait être le droit à l'alimentation, vous le savez tous, c'est ce qui vous donne la force et la niaque d'aller le soir, voilà, ou dans des conditions pas faciles, ou de vous lever le matin pour aller dans un centre, etc. Vous savez ce que c'est, et vous y allez, parce que pour vous, il faut mettre en avant une certaine justice, mais finalement, il n'y a pas les moyens de le faire. Et ça, c'est très difficile, et ça s'intensifie aujourd'hui avec certaines modifications, avec l'application de la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc un mauvais parallèle qui est fait, si on gaspille de la nourriture, on va le donner à ceux qui n'en ont pas, évidemment. Ah bon, c'est cette nourriture-là qu'ils voulaient? Peut-être pas, donc les questions sont à poser autrement. Donc voilà, mon travail, il essaye de brasser un petit peu tout ça
et de vraiment le faire avec les personnes qui sont dans la relation du don alimentaire. Parce que l'anthropologie a ça de particulier, c'est d'étudier la relation. Donc, quand c'est pas les bénévoles d'un côté et ceux qui viennent chercher à manger de l'autre, il y a vraiment quelque chose qui se passe ensemble. Et du coup, c'est vraiment important de pouvoir pas. Voilà, je suis pas du tout en train de dire que, et je ne dirai jamais que l'aide alimentaire est violente. L'aide alimentaire, elle existe, elle est indispensable, elle est nécessaire. Et j'ai beaucoup d'exemples où l'aide alimentaire, parce qu'elle transmet autre chose que de la nourriture, elle est plus que bienveillante. Elle est vecteur de lien social. Elle redonne de la dignité aux personnes par des sourires, par de l'attention, par plein de choses, au-delà de l'alimentation et de la qualité parfois voilà, inconvenante des aliments distribués. Voilà, pour faire un peu vite. Cette violence, quand vous discutez avec des bénévoles sur le terrain, des grandes associations d'aide alimentaire, est-ce qu'elle est exprimée? Est-ce qu'elle est ressentie? Est-ce qu'eux conscientisent le fait qu'il peut y avoir quelque chose de violent dans l'aide alimentaire? La meilleure illustration, donc je dirais oui, et une des très bonnes illustrations que j'ai eues, c'était sur un centre de distribution, parce qu'il y a une longue file d'attente et que le centre ne permet pas d'accueillir tout le monde en même temps. Pour pouvoir bien accompagner pendant la distribution, on est obligé de laisser les gens à la porte. Ça fait vraiment violence aux bénévoles, d'être obligé de laisser les gens à la porte. Mais en fait, par rapport aux locaux qui sont donnés, il y a peu de choix de faire autrement. Donc là aussi, sur un accès digne, la file d'attente, ça ne fait pas partie d'un accès digne et il faut composer quand même avec ça. Donc la personne qui se retrouve à la charnière de cette porte, qui va l'ouvrir et l'articuler, a décrit en fait ce moment et ce qui se passait en me disant bah, tu vois, moi, là, je sens une tension, comme quand on est au-dessous d'une ligne de tension, qu'on a les poils qui se hérissent, etc. C'est ce qu'il pouvait ressentir. Parce que dans cette file d'attente, lui, il le voit bien, les personnes, elles ne savent pas si elles vont passer au bon moment, si dans la nourriture qu'il restera, il y aura ce qu'elles voulaient, si elles vont avoir la même chose que la personne qu'elles voient sortir avec un panier bien rempli. Donc voilà, donc les bénévoles en sont tout à fait conscients. Après, j'aurais tendance à dire que souvent, la tête dans le guidon, on ne met pas les mots qu'il faut, on ne s'arrête pas. Et c'est la particularité d'être dans cette situation d'urgence qui dure, c'est que les personnes ont la tête dans le guidon. Ce qu'on a pu faire pour arriver à mettre en mots ces questions de violence alimentaire avec les bénévoles des Restos du Cœur, c'est de se créer des espaces où on allait se poser. Parce que sinon, en fait, on a toujours besoin et envie de faire quelque chose pour les autres, on ne s'arrête pas. On est quand même là pour aider, on n'est pas là. Et eux, ils me disaient, non, mais on n'est pas là pour raconter nos petits états d'âme, ça, on les amène à la maison. Donc, on a vraiment travaillé sur la file d'attente dans un centre. Et au niveau de la maraude des Restos du Cœur du 93, on a pris le temps, en fait, de réfléchir aux pratiques pour les transmettre. Parce que comme les gens s'épuisent, comme certainement sur les distributions de nuit, c'est là où il y a le plus de situations de violence et ressenties et subies et de risques d'explosion. Donc, ça tourne énormément au niveau des bénévoles. Il fallait trouver un moyen de transmettre. Donc on s'est posé, on s'est raconté toutes ces histoires, tout ce que vivaient les gens. Donc ils ont pas mal évoqué les questions de violence qu'ils rencontraient. Et ça leur a permis en fait de les poser à un moment donné, de s'autoriser à se dire « Ah bah oui, on rencontre tout ça ». Et surtout de s'autoriser à comprendre qu'ils la contenaient et qu'ils avaient un rôle qu'ils sous-estimaient dans bien des cas. Est-ce que ces violences, elles sont aussi exprimées par les personnes que nous accompagnons? Alors, pas au niveau de la manière dont j'ai pu enquêter moi, puisqu'en fait, ma posture, c'était d'être avec les bénévoles tout le temps. J'ai fait quelques entretiens, mais j'étais moins avec les personnes qui venaient chercher à manger. Du coup, elles avaient besoin de me donner un discours positif. C'est très rare, en fait, les personnes qui s'autorisent à se plaindre, même de quelque chose qui ne les convienne pas, parce que sinon, elles n'auront plus rien. Donc elles ont tellement peur en fait que ce qu'elles vont dire pourrait porter préjudice à ce qui va se passer ensuite, et ça aussi c'est une violence, que du coup elles ne s'autorisent pas vraiment à le formuler. Donc de temps en temps, elle me disait les choses de manière détournée. Par exemple, si je disais « Ah, c'est bon », on me répondait « Je n'ai jamais été malade ». Et du coup, c'est aussi une façon de dire. Mais par contre, pour d'autres personnes, et ça revient aussi à un peu quelque chose qui a été dit tout à l'heure sur les différents publics, il va y avoir en fait des critiques qui peuvent être formulées quand les personnes elles vont rester très peu de temps dans le dispositif.
Les gens qu'on voit 4-5 fois qui râlent beaucoup, finalement, c'est super rassurant parce qu'elles vont plus facilement s'en sortir. Et celles qu'on voit très longtemps, qui absorbent toute cette nourriture. Parce que pourquoi critiquer une nourriture qui fait corps avec nous? Ce qu'on nous donne, on le mange, ça devient une petite part de nous. On ne va pas se mettre à le critiquer. Ça serait de venir à dire que nous, finalement, on ne vaut pas grand-chose puisqu'on a accepté ça. Donc là aussi, nous, quand on peut choisir, on dit il pourrait critiquer tout ça. C'est vraiment pas facile. Et c'est pas parce que nous, on va poser la question. En plus, on les met vraiment dans ce truc ambigu de devoir cracher dans la soupe. Et en fait, ils sont bien trop... Voilà, il y a un lien qui est bien trop fort pour s'autoriser à cracher dans la soupe. Ils le font avec, pour, dans bien des cas. Vous nous parliez de la loi Garot, donc c'est la loi dit aussi d'anti-gaspillage, qui oblige les moyennes et grandes surfaces à ne pas jeter et à donner notamment à des associations caritatives pour que ce soit utilisé. Et vous nous disiez que vous imaginiez ou vous considériez que parfois les plus précaires pouvaient être une sorte de variable d'ajustement dans un système agroalimentaire. Comment on pourrait faire autrement ? Comment on pourrait penser un système d'aide alimentaire qui ne repose pas sur l'anti-gaspillage ? Alors, du coup, en fait, ça pose plusieurs problèmes qui sont différents. Et c'est un peu une façon trop rapide de les mettre ensemble. La surproduction alimentaire, elle permet d'avoir des produits à bas coût, elle permet d'asservir le monde agricole, de mettre à mal des paysans, etc. Enfin, il y a tout ce côté-là qui ne va pas du tout, sur lequel il faut agir. Mais si, au lieu d'agir vraiment de manière forte sur ce côté-là, on trouve une débouchée et un nouveau marché pour cette surproduction-là, qui est un espèce de marché indigne de la faim, forcément, les gens ne vont pas réduire à la base, puisqu'on est en train de leur offrir une solution pour qu'ils puissent en fait écouler ces produits. D'où considérer les pauvres comme une variable d'ajustement. Et ça, c'est vraiment indigne, parce qu'il y a une question éthique qui doit précéder en fait l'outil ou la réflexion. Et je pense que c'est là-dessus il aurait fallu que la loi Garot base son évaluation. Je ne sais pas si vous avez je me suis intéressée ces derniers jours à l'évaluation de la loi Garot et j'ai pu lire. Lire et apprendre, et vous m'expliquerez, parce que moi je n'ai pas compris, à différents moments il est noté que des structures comme la Croix-Rouge, comme le Secours catholique, comme les Restos du Cœur, ont à charge d'agir contre la pauvreté, là-dessus on est d'accord, et contre le gaspillage alimentaire. Là-dessus, pour moi, c'était pas du tout évident. En fait, j'avais pas compris que les organisations s'étaient engagées sur ces deux choses en même temps. Et par contre, c'est marqué comme si c'était en fait une évidence que de toute façon, il y avait des bonnes pratiques sur les territoires depuis longtemps, puisque les gens des associations savaient aller chercher la nourriture qui aurait été gaspillée. Mais en fait, ce savoir-faire-là, c'est un bricolage. Mais si on avait des meilleurs produits à disposition au départ de la chaîne alimentaire, quand on peut vraiment les choisir, quand la carotte, elle n'a pas la tête de la carotte qu'on a vue sur la photo, mais quand la carotte, elle a un peu de terre dessus parce qu'elle est bonne, ça serait quand même différent. Et je pense que les bénévoles seraient beaucoup plus à l'aise pour distribuer ces produits-là, et que là, on répondrait à autre chose. D'où l'intérêt de dissocier ces problèmes-là et de dire, attention, c'est quoi ce raccourci et ça correspond à qui? Alors ça permet en effet de créer des nouveaux marchés, ça permet à plein de nouvelles start-up de faire leur beurre, mais ça ne permet pas d'agir contre la précarité, bien au contraire, ça en fait un marché, et si on développe ce marché-là, on n'agira pas contre ça. Vous avez l'impression que depuis l'application de la loi, il y a quand même des effets positifs ou négatifs sur le terrain qui sont ressentis? L'effet positif, il peut être... Alors, c'est intéressant parce que du coup, il faudrait faire une enquête vraiment fine en fait dans les grandes surfaces pour voir comment ça se passe. Mais sur quelques effets que j'ai vus, ça va pas du tout répondre à votre question, mais ça va donner à réfléchir. Donc en fait, cette loi, elle permet de dire, et ça c'est important, on ne détruit pas une nourriture qui pourrait être encore consommable. On ne va pas la javeliser. Parce qu'il y avait une pratique de personnes qu'on ne croise pas dans la file d'attente des distributions alimentaires, de gens qui glanent et qui font de la récup. Donc, on détruisait les produits pour pas qu'ils aient accès à ces produits-là.
Finalement, la réponse que ça apporte, c'est que ces personnes, elles vont être contraintes d'aller voir des structures parce qu'elles ne peuvent plus récupérer par elles-mêmes. Et ça pose aussi un nouveau problème parce que finalement, voilà, on peut en connaître. Moi, je connaissais des personnes qui me disaient, moi, je vais récupérer à telle heure, je sais qu'ils sortent les poubelles et j'y vais. Ils avaient une autonomie. Ils faisaient un choix. Hein, parfois, ça va avec des choix de vie aussi, d'aller récupérer et de se nourrir des poubelles. Mais c'est autre chose. Et voilà, donc, ce que la loi Garot fait, c'est en fait plus de sécurité, plus de contrôle et moins d'autonomie et moins de bricolage par rapport à tout ça. Et pour ce que j'en ai vu en fait au niveau des Restos du Cœur et ce qui qualifie l'esprit Coluche, donc ici c'est différent, c'est la Croix-Rouge, vous avez votre propre identité, mais au Restos du Cœur, le bricolage, c'est une des bases fortes. Et si on enlève cette capacité de bricoler, cette liberté des bénévoles et des personnes à s'entendre et à construire en fait des réponses ensemble, eh bien, on transforme complètement ce qu'est la relation d'aide dans l'aide alimentaire.